Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors jusqu'ici, j'ai parlé de structure, de paysage, de système, de société, mais pour comprendre véritablement Stonehenge, il faut revenir à l'essentiel finalement, aux hommes, ou plutôt aux morts. Parce que derrière les pierres, il y a des corps, il y a des individus, il y a des vies, interrompues certes, et puis intégrées dans un dispositif qui les dépasse. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour une réalité fondamentale. Stonehenge, donc, est aussi un lieu de sépulture. Mais pas n'importe lequel. Pendant près de 5 siècles, entre environ, on va dire, 3000 et 2400 avant notre ère, le site a accueilli des dépôts de restes humains. Les estimations évoquent environ 240 individus. Le chiffre peut sembler tout petit, mais c'est précisément ça qui intrigue. Parce que dans une région où vivaient des milliers de personnes, tous ne sont donc pas enterrés ici. Enterrés et entourés. Il y a donc une sélection. Stonehenge, c'est pas un cimetière ordinaire comme on peut en trouver aujourd'hui. C'est un lieu réservé. Un espace d'exception. Tout le monde n'est pas enterré au Panthéon, par exemple. Les corps retrouvés présentent d'ailleurs des caractéristiques particulières. Beaucoup ont été incinérés. Leurs restes ont été déposés dans les fameux trous d'Aubraie, qui formaient un cercle autour du monument, dont je parlais dans le premier épisode. Comme si ces pierres, ou leurs emplacements, étaient autant de marqueurs funéraires, autant de points d'ancrage entre les morts et le monde des vivants. Mais qui étaient ces morts ? Longtemps, les chercheurs ont imaginé qu'il pouvait s'agir de prêtres, d'une caste religieuse, ou peut-être même de guerriers, des guerriers d'élite. Les découvertes récentes vont nuancer pas mal ce genre de vision, parce que les ossements appartiennent à des hommes, mais aussi à des femmes et à des enfants. Donc c'est pas une catégorie sociale unique, c'est peut-être plutôt une confrérie. Et là c'est autre chose. C'est une communauté restreinte, sélectionnés, probablement liés par des liens de parenté ou de statut. Une élite. Certains indices vont quand même dans ce sens-là. Des objets qui ont été retrouvés dans certaines sépultures, des haches d'apparat, des céramiques spécifiques. Tout ça suggère une autorité, qu'elle soit politique ou religieuse. Stonehenge pourrait être le lieu d'inhumation de familles dirigeantes, des lignées, des groupes dominants dont la mémoire doit être préservé. Mais au-delà de cette dimension sociale, vous avez d'autres éléments qui viennent enrichir et aussi un peu complexifier l'interprétation, parce que certains défunts ne sont pas originaires de la région. C'est le cas du célèbre archer, l'archer d'Amesbury. Il est enterré à quelques kilomètres de Stonehenge. Cet homme est mort entre 35 et 45 ans. Il a été découvert avec un mobilier exceptionnel, des outils, des armes, des objets en cuivre et surtout les plus anciens ornements en or jamais trouvés en Angleterre. Un statut élevé, incontestable. Mais c'est pas le plus étonnant. L'analyse de ses dents a révélé qu'il n'est pas né en Grande-Bretagne. Il vient des Alpes. Il a donc parcouru, vous avez compris, des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Et ça, malgré un handicap sévère, une blessure à la jambe qui le faisait boiter, probablement de manière très douloureuse. On sait absolument tout, hein. Les historiens, les archéologues, les médecins, maintenant on sait tout. Hein. Alors pourquoi venir jusqu'à Stonehenge dans ces conditions ? Pourquoi entreprendre un tel voyage ? La réponse n'est pas certaine, mais elle ouvre quand même une piste essentielle. Stonehenge n'est donc pas seulement un lieu de mémoire, c'est aussi peut-être un lieu d'attraction, un centre, un endroit où l'on vient. Et où on vient pour des raisons religieuses, pour des raisons sociales, et peut-être aussi pour des raisons thérapeutiques. Eh oui, certains chercheurs ont avancé une hypothèse quand même audacieuse. Les fameuses pierres bleues de Stonehenge auraient été réputées pour leur vertu de guérison. Le site aurait donc fonctionné en partie comme un sanctuaire de soins, un lieu où on vient chercher la guérison, ou à défaut une forme de salut, vous voyez. Quand on va à Lourdes aujourd'hui, c'est pas plus bête.
Cette idée est renforcée par la présence, dans les tumuli environnants, de corps portant effectivement des traces de maladies, de blessures graves, de handicap, comme si Stonehenge attirait des individus en souffrance, comme si on venait ici au seuil de la mort dans l'espoir de franchir autre chose qu'un simple passage biologique, mais il y a plus troublant encore. Dans certains cas, les corps ont été manipulés, enterrés une première fois, et tenez-vous bien, puis déplacés et réinhumés ailleurs, comme si la mort elle-même faisait l'objet d'un processus, d'un rituel en plusieurs étapes, d'une transformation. Donc Stonehenge n'est pas seulement un lieu où on dépose les morts, c'est un lieu où on agit sur eux, où on intègre ces morts dans un système symbolique. Un lieu où leur statut change. Et ça nous ramène à une idée centrale. Tous les morts ne se valent pas. Certains sont choisis, certains sont honorés, certains accèdent à cet espace. Alors pourquoi eux? Qu'est-ce qui justifie cette sélection? Le statut social, la fonction religieuse, l'origine, la maladie, ou bien autre chose? Mais c'est cette question qui va nous conduire naturellement, j'allais dire, à la dernière étape. Parce que pour y répondre, il va falloir réunir tous les éléments, le paysage, les rituels, les monuments, les vivants, les morts. Et comprendre enfin ce qu'est réellement Stonehenge. Alors on va savoir.